Bernard, bonjour. J'apprends d'un ton dernier ouvrage, qui doit être plus ou moins le 15e, si pas 20e, Flatulence en case, une évocation culturelle du P de la bande dessinée, que la première censure et les premiers P tombent ensemble dans l'histoire de la bande dessinée. On ne nous l'a jamais raconté comme ça, l'histoire de la bande dessinée. Ah bah déjà, je suis heureux de t'apprendre quelque chose, ce qui veut dire que c'est un livre avec des informations rares, parce que tu connais la bande dessinée. Et effectivement, cette information-là, même des spécialistes, était très très peu connue. Je me suis rendu compte que dans la première bande dessinée qui est parue, alors qui ne s'appelait pas bande dessinée, parce que le terme bande dessinée est apparu au milieu du XXe siècle, mais ce qu'on considère comme les premiers romans graphiques en 1830, alors on appelait ça d'ailleurs des romans en estampe à l'époque, créés par le Suisse Rodolphe Töpffer. Eh bien, dans le premier roman en estampe qui paraît en 1830, il y a un P, il y a même deux P. Mais le premier a été censuré, c'est-à-dire qu'il l'a dessiné, il a montré ça à des amis qui lui ont dit c'est un petit peu de mauvais goût, tu devrais le supprimer dans ton livre imprimé. Et donc il est paru avec une page redessinée. On a les deux versions. Enfin, dans mon livre, je montre les deux versions. Et il y avait une deuxième occurrence d'un P qui est mentionné dans les textes, qui est sous-entendu dans les textes. Et le personnage se retourne parce qu'il a entendu un bruit derrière lui, et en fait il n'y a rien, et le lecteur est censé comprendre qu'il a pété une deuxième fois. Mais comme la première occurrence du P avait été auto-censurée, la deuxième n'est pas compréhensible. Et des spécialistes de Rodolphe Töpffer me disaient, chez Töpffer, ça ne pète pas, non, ça n'existe pas. Eh bien si, dans la première bande dessinée, il y avait un P, dans la première bande dessinée, il y avait déjà une censure qui est mon dada de journaliste. Donc quand j'ai découvert cette chose, je savais que j'avais presque un scoop et surtout quelque chose qui allait me motiver pour l'ensemble de mes recherches. Justement, est-ce que c'est la découverte de cette mystérieuse case qui a fait que tu t'es lancé dans ce genre de recherche? Je lis dans la 4e de couverture, il existe quantité de livres sur Tintin, mais un seul sur l'épée de la bande dessinée. Non, alors c'est pas la découverte de cette case. Elle m'a vraiment motivé, elle m'a donné de l'énergie. Mais l'origine du livre, parce qu'il faut dire quand même que c'est un sujet stupide. Enfin, je veux dire, je n'ai aucun intérêt personnel envers l'épée. Envers la bande dessinée, oui, c'est ma spécialité d'historien, de journaliste, dans le temps auteur même, mais pas envers l'épée. Et c'est un enchaînement de circonstances qui fait que d'une plaisanterie que j'ai faite dans une conférence à Angoulême il y a des années, je suis venu à donner finalement une conférence qui s'appelait déjà Flatulence en case à Angoulême, à laquelle tu as assisté d'ailleurs, je me souviens. Et tu m'avais au premier rang, j'applaudissais. Tu m'avais déjà dit il faut que tu viennes refaire cette conférence à la librairie Maipiou. Mais à l'époque, il n'y avait pas du tout de projet de livre. C'était une conférence que je donnais à Angoulême, une conférence un peu parodique par rapport aux conférences sérieuses qui étaient données dans ces cycles de conférences à Angoulême. Et c'est en sortant de cette conférence que tu m'as dit de venir à la librairie et que mon éditrice habituelle chez Dynamite m'a dit « Pourquoi tu n'en ferais pas un livre ?» Et j'ai hésité un bon moment avant de lui dire oui, parce que je trouvais quand même que c'était couillon de faire un livre sur l'épée dans la bande dessinée. Enfin, faire rire une fois les copains à Angoulême, ça va, mais que ça apparaisse après dans ta bibliographie, tu vois, tu vas te trimballer ça toute ta vie. Alors j'ai longtemps cogité, j'ai passé un an avant de lui dire d'accord je le fais, jusqu'à ce que je trouve l'angle du traitement du livre qui a été de me représenter, de me photographier et de me représenter faisant une conférence sur l'épée dans la bande dessinée au début de chaque chapitre. Voilà, ça a été le déclic où je me suis dit on va comprendre que c'est du second degré. Et en même temps, je donne des informations sérieuses, mais c'est quand même un livre pour rire. En même temps, il y en a du matériel, il y a 100 pages richement illustrées quand même. Alors là c'était à découvrir. Alors en plus, c'est ça qui m'excite, c'est que ces personnes n'a travaillé sur le sujet, quoi. Moi, j'aime toujours traiter des sujets
pas commerciaux, pas forcément commerciaux, mais où c'est terre inconnue. Hein. Alors là, j'ai beaucoup écrit sur la censure, parce que des gens avaient un petit peu écrit sur la censure de la bande dessinée, mais pas autant que je l'ai fait. J'ai écrit sur la bande dessinée clandestine, j'ai fait un livre sur la bande dessinée clandestine. Personne n'avait écrit même un simple article parlant de la bande dessinée clandestine française ou dans le monde. On connaissait les dirty comics américains et c'était tout. Les spécialistes de la bande dessinée ignoraient qu'il y avait eu des bandes dessinées clandestines en France. Donc moi j'aime traiter ces sujets hors normes, on va dire. Donc là j'étais ravi avec le P, personne ne s'était intéressé à ça. Pourquoi? Parce que quand même, il y a des P chez des auteurs assez connus, Gottlieb, Mandryka, etc. Pourquoi on peut roter dans la bande dessinée, mais on ne peut pas péter? Ou si on pète, c'est des mauvais goûts. Ah, tu t'avances un petit peu en disant qu'on pouvait roter et pas péter. En fait, je me suis rendu compte, d'abord il faut établir un corpus, donc chercher des occurrences de P dans toute l'histoire de la bande dessinée, donc depuis 1830 jusqu'à aujourd'hui, et puis essayer de comprendre comment ça a évolué. Voilà vraiment ce que j'ai dû faire comme travail de recherche. Et je me suis rendu compte qu'au XIXe siècle, on pouvait effectivement représenter des P dans les images d'Épinal, qui étaient les ancêtres aussi de la bande dessinée, dans le journal L'Épatant, qui a été créé en 1908, où il y avait les pieds nickelés. Alors les pieds nickelés ne pétaient pas, mais dans d'autres bandes dessinées de ce journal, il y avait quelques occurrences de P. J'ai trouvé aussi des occurrences concernant le pétomane, qui a été une vedette du music-hall français à la Belle Époque. Donc c'était un monsieur qui se produisait sur scène et qui pétait sur scène, qui était habillé en frac et qui faisait rire le tout Paris aux alentours de 1900. Et dont on a fait quelques bandes dessinées satiriques dans la presse humoristique de l'époque. Et après ça, on va dire après la Première Guerre mondiale, il n'y a plus rien. Alors je ne peux pas l'affirmer totalement en disant qu'on n'a jamais pété pendant des décennies dans la bande dessinée francophone après la Première Guerre mondiale, parce qu'il peut toujours y avoir une case qui m'a échappé, mais j'ai interrogé tous les collègues spécialistes, et on est certain que ça n'a jamais pété dans le journal de Spirou, dans le journal de Tintin, que Tintin lui-même ne pétait pas, évidemment, hein, dans Pilote, et on ne commence à oser péter qu'avec L'écho des savanes, donc on est en 1972, et là tu citais Gottlieb, voilà, Gottlieb dans le numéro 1 de L'écho des savanes nous fait des P monstrueux d'ailleurs, c'est des onomatopées remplissent un quart de la case, hein. Et il y a un retour du P, alors dans la bande dessinée adulte, pas dans la bande dessinée enfantine, et ça c'est encore plus tardif, hein. Titeuf peut péter, Mortel Adèle peut péter aujourd'hui, le petit Spirou, il peut y avoir des gags avec des P, même si c'est pas lui-même qui pète. C'est un phénomène qui date, on va dire, des 20 dernières années. Et ce qui m'a étonné aussi, parce que j'ai pas d'enfant, donc je n'avais pas surveillé ce marché particulièrement, mais dans le livre pour enfants, c'est devenu carrément une niche éditoriale. Il y a des collections entières sur les animaux qui pètent, c'est qui a pété, et c'est devenu éducatif. Autant auparavant, jamais on ne pétait dans les albums du Père Castor, dans les albums de Martine, dans Oui Oui et Potiron, qui étaient des livres que je lisais quand j'étais enfant. C'était pas la censure qui l'imposait, c'était les éditeurs eux-mêmes qui se disaient c'est trop mauvais goût, on ne peut pas montrer ça, raconter ça aux enfants. Autant aujourd'hui, il est bon de les faire rire sur le P parce que ça les sociabilise, parce que ça les décomplexe, ça leur apprend les convenances en même temps, ça leur montre que tout le monde peut péter, même leurs personnages rigolos. Bon. Et c'est assez curieux de voir ce retournement de mentalité concernant un petit fait social qui est le P. Il y a une partie particulièrement fascinante de ces petits livres qui m'a appris l'existence de, j'ose pas dire déviance, mais une pratique, l'éproctophilie, où les brises intestinales ont, comment dirais-je, des propriétés stimulantes. Érotiquement stimulantes. Oui, bah c'est un fétichisme qui est assez rare dans la vie réelle. Enfin, je veux dire, je ne me base pas sur mon expérience personnelle, hein, mais par exemple, j'ai cherché dans Krafft-Ebing, qui était vraiment le grand ancêtre de la sexologie,
qui passe effectivement toutes les déviances entre guillemets sexuelles, du masochisme, sadisme, etc. Et il n'évoque jamais le fétichisme du P. Par contre, on en trouve trace quand même chez le Marquis de Sade, par exemple. Les personnages aiment se faire péter à la figure, donc c'est quelque chose qui existait déjà. Hein. Mais c'est rare dans le monde réel, et en bande dessinée, on ne s'attend pas à ce que ça existe. Et en fait, j'ai quand même trouvé plusieurs auteurs qui aiment utiliser le P dans des bandes dessinées érotiques de façon sensuelle. Donc, celui que je trouve le plus intéressant, parce qu'il le fait vraiment d'une façon très élégante, c'est Baldazzini, qui dessine ça, comment dire, sans aucune vulgarité. Un personnage va faire un P dans un groupe de personnes, et tout d'un coup, ils se mettent nus et ils partousent. Voilà. Ou alors, c'est le début de Kara Rosenberg, un de ses albums. Un homme rentre dans une pièce où il y a une femme qui dort, il vient respirer près de ses fesses, il dit que, tiens, ça sent l'ail. Et c'est le moment où il tombe amoureux de cette femme, rien que par cette odeur. Et l'éproctophilie, on a du mal à retenir ce mot, parce que c'est quand même pas facile à placer dans la conversation. Êtes-vous éproctophile? Essayons de nous donner un minimum de contenance et terminons cette interview fort érudite et docte par le P signifiant, qui est beaucoup plus facile à dire d'ailleurs. Ah, le P signifiant. Oui, ça c'est un chapitre de mon livre que j'ai aimé développer. Voilà, le P qui ne représente pas simplement un P qui existait dans la fiction qu'on raconte, mais qui dit autre chose. Hein. Alors c'est une bande dessinée par exemple parue récemment où il y a des nazis, et la dessinatrice a fait péter les nazis simplement parce qu'elle voulait montrer que, voilà, qu'elle les aimait pas. Hein, mais ils ne pétaient pas, en fait, dans son histoire. Ça n'a aucune incidence sur le récit. Ou alors un auteur comme Vuillemin utilise assez souvent. Alors, Vuillemin fait des P monstrueux, hein, où ça postillonne de caca de partout, et avec des onomatopées qui se terminent en proarf. Bon. Ça, ce sont des vrais P, hein, qui ont une incidence dans l'histoire, mais il fait aussi des P quand un personnage a peur. Il se met à faire des petits prout-prout-prout, mais qui ne sont peut-être même pas réels. Le personnage ne pète pas réellement dans son histoire, simplement, ça signifie qu'il est péteux. Hein, voilà. Il a peur, ou il est intimidé. Voilà. Ça intéresse les sémiologues, ça intéresse les théoriciens du 9e art, dont je fais partie. Mes collègues n'ont pas étudié encore le P signifiant, mais il y a de quoi en faire un ou deux articles. Bernard, je te donne rendez-vous à la prochaine conférence à Angoulême, dont je n'ose même pas imaginer le sujet. À bientôt, bon vent.